Bienvenue dans un nouvel épisode de Révolution mycologique, c'est Florent. Dans ce format, je vous emmène à la rencontre d'autres cultivateurs de champignons, mais aussi d'autres passionnés du champignon. C'est un format qui est disponible en vidéo ici sur cette chaîne YouTube, mais aussi en podcast. Donc si vous préférez l'écouter parce que c'est un format un peu long, vous pouvez l'écouter dans le train, en voiture, comme vous voulez, c'est peut-être plus cool. Donc vous pouvez le retrouver sur toutes les plateformes de podcast sous le nom Révolution mycologique. Aujourd'hui, je vous emmène à la rencontre d'une champignonnière qui est au plein cœur de Marseille, qui s'appelle Mycotopia. Dans cette vidéo, ils sont trois. Ils vont vous présenter leur structure, qu'est-ce qu'ils font là, et puis surtout l'évolution du projet, parce que ça fait quand même quelques années qu'ils sont installés. Et ensuite, on fera un petit tour de la champignonnière, de leurs infrastructures. Je vous laisse découvrir ça et je vous retrouve à la fin de cette vidéo. Salut. Merci de m'accueillir ici. Merci à toi. C'est très cool. Donc, vous êtes Robin, Johan, Guilain de Mycotopia. Est-ce que vous êtes tous associés ou... Alors, je te laisse parler. Ouais. On n'est pas associés parce que Mycotopia c'est une association. Ah, Donc on est tous bien. salariés de l'association. trop bien. Voilà. Ok. On pourra expliquer un peu plus pourquoi et ce que ça implique. Mais actuellement on est tous salariés de l'association. Ok. Bah, tu peux expliquer pourquoi. Pourquoi Mycotopia est une association au démarrage du projet. Moi je suis salarié mais aussi cofondateur de Mycotopia. Ouais. Johan et Robin nous ont rejoints un peu plus tard dans l'aventure. Et au démarrage du projet, l'idée de Mycotopia était donc de pouvoir utiliser le champignon dans son ensemble pour pouvoir valoriser de la biomasse locale et créer un projet que nous on a appelé dans l'économie sociale et solidaire. Et donc on s'est fait accompagner par un incubateur d'entreprise dans ce domaine-là. Ouais. Et très vite, au montage de projet, en écrivant le projet, on a eu besoin d'un statut. Le statut le plus rapide et le plus aisé à faire dans le cadre de développement de projet était le statut associatif. Et puis finalement, ce statut associatif nous a convenu sur le développement de Mycotopia. Et il a même structuré un peu des choix. Et actuellement, il n'est pas impensable que cet asso puisse se transformer en société coopérative en SCOP. Ouais. En tout cas, c'est écrit dans nos statuts. C'est un modèle que j'aime bien aussi. Et étant donné qu'on a quand même un gros volet productif actuellement, cette question se pose. Mais le statut associatif n'est pas bloquant actuellement. Pour être totalement transparent, on est une asso avec donc un volet productif, donc on est soumis à la TVA comme n'importe quelle entreprise. Bien sûr. On est fiscalisé, voilà. Ok. Et ça existe depuis combien de temps? Ça a commencé en quelle année? La genèse de Mycotopia, la création de cette association, c'est mai 2019. Ok. Donc ça fait un petit bout de temps. Au démarrage, sans locaux, simplement on va dire sur la structuration du projet. L'idée de base est née quand même de la volonté de travailler sur les biomatériaux à base de mycélium au tout début du projet. Ça, le début, okay. Très très vite, parce qu'avec l'autre cofondateur Clément Coulon, on est tombé dans l'apprentissage de la culture du mycélium et tout ça. On a très vite intégré, et en fait ça convenait à nos valeurs, l'idée de pouvoir produire de l'alimentation en ville, en milieu urbain. On avait aussi cette volonté de pouvoir s'inscrire dans un milieu urbain. Et donc en fait le volet productif s'est très vite ajouté. Et à côté de ça, en se rendant compte de la diversité de ce qu'on proposait et de l'incompréhension du public face à ce qu'on proposait, on a développé au démarrage on va dire un pôle de sensibilisation et des actions pour pouvoir transmettre ce qu'on faisait et ce qu'on savait sur le monde fongique. Ouais.
Incompréhension, c'était sur les biomatériaux Sur l'ensemble, en fait, on s'est rendu compte que le monde fongique de manière générale était peu connu, et même sur le volet productif et même le volet consommation alimentaire, les gens consomment peu de champignons, en ont peu conscience, peuvent mélanger un peu champignons forestiers, champignons de culture, toutes ces questions-là. Donc ensuite, très vite, on a intégré une troisième personne, Raphaël Losfeld, qui lui était ingénieur en biomatériaux. Lui, il avait vraiment cette volonté de travailler sur les biomatériaux, et on a travaillé dans un premier local en 2020, Covid, toutes ces questions-là, un peu compliquées, pour expérimenter nos itinéraires techniques et notre modèle. Voilà, et la suite a été de trouver le bon local adapté à ce qu'on voulait faire, sachant que l'idée c'était de construire quand même un projet à impact et donc produire des volumes qui soient assez conséquents. On était déjà 3, donc il faut pouvoir sortir les salaires qui vont avec. Et donc la recherche de ce local a un peu impacté, on va dire, le développement du projet de manière générale. Là, on est ici dans un lieu que l'on aurait dû avoir à partir de mars 2021. Finalement, on a pu commencer à faire des choses en janvier 2022. Okay. C'est un point important du développement de Mycotopia parce que, en fait, ça nous a l'attente et le fait que l'intégration des lieux soit tout le temps repoussée nous a obligés à revoir un petit peu notre modèle et notre démarrage. Et voilà, on était en galère de thunes, on avait nos droits qui se finissaient, tout ça. Et donc, ça a poussé le projet à commencer à produire, pas en suivant nos valeurs totales qui étaient de valoriser de la biomasse locale, mais du coup, de commencer avec le système de ballots et d'acheter des ballots déjà inoculés et de pouvoir au moins tester la partie fructification et vente de notre modèle et sortir le plus rapidement possible un chiffre d'affaires. Voilà, donc année 2022 de tests sur ça. Fin d'année 2022, on a eu la chance de pouvoir accueillir Joanne dans la structure, qui est passionnée de champignons. Je peux te laisser peut-être dire quelques mots sur comment tu t'es senti à l'intégration, ce qui se passait et tout ça. Tu peux plus parler de ton rôle dans cette asso. Du coup, moi, je suis arrivé en octobre 2022. Raphaël et Guilain cherchaient quelqu'un pour les épauler pour le côté productif et surtout le côté vente. Parce que du coup, ils se sont rendus compte que tout ce côté production leur prenait beaucoup de temps et qu'ils n'avaient pas le temps pour faire tous ces projets annexes comme la valorisation de biomasse, les matériaux, le pôle pédagogie où Guilain faisait pas mal de pédagogie dans les écoles. Et donc du coup, j'ai été le premier employé, on va dire, de la structure. Le troisième, du coup. Ouais. Nous, on s'est employé avant, mais je veux dire hors cofondateur. Et du coup, depuis que je suis arrivé, on a commencé vraiment à faire quand même de la bonne prod et ensuite à vendre dans tout le centre-ville de Marseille avec les marchés, les AMAP, les restaurants, tout ça. C'est ça vos circuits de vente surtout, c'est marchés AMAP. Alors on a plusieurs circuits de vente, on a les marchés, les AMAP, les BN AMAP, on a des grossistes aussi, plus des logisticiens. Ensuite on a de la vente directe avec les restaurants ou les épiceries. D'accord. Donc c'est vrai qu'on a un peu cette force d'avoir plusieurs canaux de distribution. C'est centré sur Marseille, quoi. Que Marseille, mais vraiment même Marseille-Centre, on va vraiment pas très loin. Le but c'est justement d'être le plus près de nos clients. Et on a de la chance, on va dire quand je suis arrivé, il y avait une autre champignonnière à Marseille mais qui a arrêté. Du coup on a la chance d'être les seuls à Marseille. Seconde ville de France, il y a quand même beaucoup de restos, surtout que là il y a un peu une mode cuisine végétale, tout ça. Donc c'est vrai qu'on n'a pas eu trop de mal à trouver un peu nos clients. Super. Il y a eu du travail derrière, mais c'était... voilà. Et du coup, on a commencé à structurer toute l'année sur la prod et au final, ça nous a pris même beaucoup de temps. Et on s'est dit qu'il nous fallait d'autres personnes pour continuer la suite. Et du coup, voilà, maintenant, on a Robin qui est là, qui va nous expliquer ce qu'il fait sur la production. Du coup. C'est ça, moi je suis arrivé il y a 3 semaines là. Et donc pour l'émission de gérer la production actuelle de ballots inséminés,
plus de développer les nouvelles espèces à partir d'un substrat qu'on fait, et aussi de développer l'autonomie mycélienne à terme, histoire d'être le plus autonome sur toute la champignon-nière. Et donc voilà, on a plein de champignons. Là, on a lancé des Lion's Mane. Et on va essayer pleurote rose aussi. Là, tout ça marchera bien ici parce que j'imagine qu'il fait un peu chaud en été dans vos locaux. Ça peut être une question intéressante sur le projet et comment on a dû s'adapter à notre local. Voilà, on est en plein cœur des quartiers nord, dans un hangar qui est soumis aux variations de température. Du coup, ce test en ballot est aussi pertinent sur ça, c'est de voir vraiment la saisonnalité due à notre local et donc la réflexion qu'on va avoir avec Robin sur s'adapter à des espèces qui sont plus ou moins résistantes aux fortes chaleurs pour l'été et au froid, parce qu'on a aussi ce problème-là l'hiver. Même si on reste à Marseille et que l'hiver est court, le local, lui, il est très frais l'hiver. Bien sûr, voilà, je rebondis un peu sur le travail de Robin et son intégration. L'idée de Mycotopia, c'est donc ce volet productif comme on en a parlé, mais c'est aussi de pouvoir travailler sur le champignon dans son ensemble. Comme je l'ai dit au début, on travaillait plutôt matériaux. Alors Raphaël n'est plus dans le projet, c'est lui qui portait essentiellement ça. C'est un volet qu'on s'interdit pas de reprendre, mais actuellement il est, on va dire, en stand-by. Et cet axe, on va dire, d'innovation mycologique, elle va plus aller sur, on va dire, de l'agroécologie, le lien agroécologie et myciculture. Et on a vraiment cette volonté de pouvoir aussi travailler sur des sujets un peu plus de recherche ou de recherche appliquée innovants, sur le lien entre le champignon, la production maraîchère, la valorisation de substrats de culture de champignons, ces questions-là. C'est un peu sur une question d'économie circulaire, quoi. C'est l'économie circulaire, oui, nous, on peut dire qu'elle est déjà en place. Valorisation de la biomasse, et même ce qu'on fait en ballot est valorisé déjà chez des maraîchers, mais on n'a pas trop d'idées de l'impact que ça a sur les cultures. Il y a peu de documentation, il y a des gens qui ont bossé dessus, mais ça reste quand même assez minime. Du coup, nous, on a cette volonté peut-être d'être porteur de ça, d'aller étudier ces choses-là et de pouvoir les transmettre à d'autres champignonistes. Et même il y a beaucoup de gens qui font plein de choses dans le champignon, mais il y a peu d'unités, il n'y a pas de filière à proprement parler. Voilà, il y a beaucoup de gens qui sont avec ces ballots. En France, je parle de la France. Voilà, du coup, le côté, ce que nous on appelle notre PIM, notre pôle d'innovation mycologique, il va, avec l'arrivée de Robin, aussi glisser sur ces questions, en espérant pouvoir être soutenu. Et c'est là où aussi le statut associatif est assez pertinent, c'est que voilà, on a une action de recherche et d'impact pour le territoire, c'est notre volonté aussi. Et donc de pouvoir mener ces actions de recherche sur ces questions agroécologiques. Et puis on verra où ça nous mène. Après, il y a des idées, des rencontres, comme toi aujourd'hui peut-être, sur d'autres questions. Je sais qu'il y a des gens qui bossent pas mal sur la mycosylviculture, ces choses-là. Alors nous, on est en milieu urbain, c'est un peu plus complexe, mais pouvoir être acteur dans ces questions-là, c'est quelque chose qui est important pour nous et qu'on va essayer de développer sur ces prochaines années. Oui, je comprends très bien. Et il y a beaucoup de recherches à faire dans le domaine, particulièrement en France, mais un peu partout dans le monde, parce qu'il y a eu beaucoup d'expérimentations, mais des trucs carrés avec un suivi moins. Oui, c'est ça. Il faut avoir les ressources. Oui, mais ça prend du temps tout ça, parce que déjà, expérimenter pour arriver à faire votre substrat, être régulier là-dedans, c'est déjà un travail conséquent. Donc je comprends totalement que ce pôle-là je sais pas comment vous appelez ça. D'innovation mycologique, je sais pas si c'est le bon terme, mais pour l'instant il s'appelle comme ça. En fait, il va se développer en même temps. C'est ça. Mais voilà, il faut fixer les bonnes bases d'abord. Puis moi j'aimerais bien revenir sur une chose, c'est que nous, le fait d'avoir quand même une assez grosse champignonnière, avec des gros volumes, faire du substrat, tout ça, ça implique que maintenant qu'on devient des logisticiens,
où tout devient un peu compliqué quand tu passes sur des quantités un peu grandes, c'est-à-dire récupérer. Et on parle de quel volume justement ici de substrat et de champignons produits Alors en ballot, on produit à peu près 1 tonne de champignons par mois, pour une vente à peu près de 1 tonne de champignons par mois. On n'a quasiment pas de pertes, on a beaucoup de chance pour ça. Et maintenant, avec l'arrivée de Robin et le nouveau substrat, il peut t'en parler un peu plus. Oui, et là, pour l'instant, là, depuis 2-3 semaines, on est à 360 kg, 400 kg de substrat semaine. Voilà, donc à peu près une centaine de sacs qu'on arrive à faire. C'est top. Non, 200 sacs, 200 sacs par semaine. Et c'est vrai, de 2 kg. C'est des sacs de 2 On fait 2, Ce qui est dur, c'est de trouver une bonne filière pour avoir toujours la même quantité de produits, la même qualité de produits, et puis le stockage. On a un grand entrepôt, mais en fait, on se rend compte qu'il est déjà au max. Et du coup, on a des partenaires, notamment le Talus à Marseille, qui est un grand... C'est un tiers-lieu. Oui, j'ai déjà entendu parler. Un tiers-lieu potager urbain, on va dire, et avec eux, on arrive à stocker nos matières premières, à faire du broyat là-bas, parce que nous, ici à l'intérieur, tout est vite compliqué. Et c'est quoi vos matières premières, du coup, là, pour vos substrats fait maison? Là, on a récemment trouvé une scierie qui fait du bois de chauffe à Aubagne, et du coup, ils débitent du bois toute la journée, et ils nous donnent la sciure qu'ils produisent, et il y en a en quantité parfaite pour l'instant pour ce qu'on veut produire. Super. Donc c'est trop bien, on a pas mal de chance. De quelles essences? De chêne et d'être. Parfait. Peut-être affiner ce point-là. En fait, dans le démarrage de Mycotopia, l'identification des gisements régionaux a été un travail un peu important. Et on avait identifié notamment un gisement qui est les pépiniéristes viticoles du Vaucluse, qui crée un broyat de sarments de vigne qu'ils ont en quantité assez importante et qu'ils ont tendance à brûler. C'était un peu un point clé de comment on peut faire ça de la Chambre d'agriculture du Vaucluse. Donc les tests qu'on a menés au début étaient essentiellement sur ça. Ils sont moyennement concluants pour l'instant, mais c'est pas pour autant qu'on va arrêter de travailler dessus. Il y avait quand même la nécessité de trouver quelque chose qui fonctionne un peu bien. On sait que le chêne et le hêtre fonctionnent bien. On a trouvé cette source à côté de chez nous où la logistique est quand même un peu plus simple. Donc on bosse sur ça. Mais on ne s'interdit pas de continuer à affiner nos recherches pour avoir un plan B ou même vraiment trouver quelque chose qui peut être dupliqué, et on peut dire à d'autres champignonnières, écoutez, là vous avez une source avant qu'on l'épuise. Je pense qu'on est tous un peu dans cette démarche-là. Moi aussi, je fais des recherches sur des matières que je peux utiliser, et dès que dans mon cas, moi je fais une vidéo, et dès que je sais... alors ça, c'en est une. Maintenant, à voir à quel point ça fonctionne. Il y a des contraintes, on est obligé de la broyer, on a peut-être des problèmes de granulométrie, problèmes d'oxygénation dans le substrat, problèmes de conservation, c'est-à-dire qu'on va le chercher dans le Vaucluse, c'est pas à côté non plus. Du coup, il est stocké dehors, il prend un peu l'humidité, il est broyé, c'est compliqué. Là, on est dans cette expérimentation-là. Tout n'est pas à rejeter de tests qu'on a fait. Il y a des questions, mais il est possible que ça fonctionne. Mais là, on a un besoin de résultats quand même, parce que ça fait longtemps qu'on parle de la valorisation de biomasse, ça fait longtemps qu'on dit qu'on va avoir des espèces un peu différentes du pleurote et du shiitake. Il faut que ça sorte. Donc on revient un peu dans le plus facile pour retourner dans le plus compliqué un peu plus tard. Et Mycotopia, ça a été un peu tout le temps ça, c'est-à-dire des grandes idées, puis on fait le choix des ballots, je pense que c'est toute entreprise, et on fait un peu c'est une association, mais c'est le même fonctionnement, quoi. Oui, non, mais l'association, c'est juste le statut juridique. Bien sûr. Le reste derrière, c'est de l'entrepreneuriat, comme un autre. Donc, vous produisez pleurote shiitake sur ballot, là, et votre objectif en champignons différents avec vos substrats, ce serait quoi? Là, à court terme, c'est Lion's Mane, avant l'été. Et une fois que les températures elles vont commencer à augmenter, peut-être placer sur pleurote rose, pleurote jaune. Là, on vient de lancer un truc aussi, une petite expérience qu'on a eu l'idée, parce qu'on avait du mycélium de reishi. Et du coup, d'en faire des boudins. Et on ne sait pas encore, soit on les garde ici à la champignonnière, soit on les enterre au talus.
Ça peut être une solution pour pas s'en occuper, quoi. Ouais. C'est ça. Ouais. Oh, non, mais là, c'est vraiment... C'est une petite idée, oui, c'est une petite idée parce qu'on avait... mais ça fait partie ça peut- du ouais, voilà, truc c'est aussi, ça. parce que si jamais ça fonctionne très bien, bah, ça pourrait partir sur Oui, une ça production, peut- une utilisation. Ouais. Après, bon, le reishi, il faut le transformer pour le vendre, ou à moins de trouver un Ouais, fabricant de ouais, compléments c'est ça. alimentaires qui en veut. Oh, ça dépend les volumes que tu fais. Ouais, On peut imaginer faire quelques tisanes. On peut en aller Oui. réseaux en direct de marché. c'est vrai, pas- c'est vrai. Oui, là, on a temps. lancé 90 kilos, quoi. C'est- C'est pas non plus... Ouais, ouais. Et je vais parler en son nom aussi, peut-être Clément, qui est un Attends, service... c'est un projet secret, ça, non? Ah. Non, je fais ça. Clément qui est service civique et qui, lui, son projet fil rouge, on va dire, c'est d'essayer la Volver Volvaceae. Donc champignons asiatiques. Moi aussi, je suis pas non plus expert là-dessus. Donc champignons asiatiques qui cultivent sur de la paille de riz. Et donc ça ferait sens aussi ici, à côté de la Camargue, si on peut récupérer de la paille de riz. Et ça se passe en extérieur. Il faut créer des ballots de paille. Tu me reprends si je dis des conneries. Tu fais des ballots de paille, t'insémines voilà, sur le grain, pareil. Et ça peut être en extérieur, sous serre, parce que ça aime la grande température. C'est en Inde que c'est pas mal fait. Et haute température et humidité, voilà. Okay. Donc ça devrait être un projet sympa qui viendrait en été s'ajouter par exemple à une culture en intérieur de pleurote rose ou pleurote jaune. Et puis voilà, parce qu'en été on peut pas trop faire les shiitake aussi. Et c'était juste pour dire que en fait l'été nous on arrête la prod de pleurote et shiitake liée aux contraintes du temps. Donc c'est vrai qu'on a un trou de production pendant deux mois et demi à peu près, et on va dire un petit mois en hiver, début janvier. Et donc du coup c'est vrai qu'on essaye de trouver des solutions pour produire autre chose et faire rentrer un peu d'argent aussi à ces périodes où il n'y a rien qui rentre, quoi. Et vous n'auriez pas un volet atelier, découverte qui pourrait se faire un peu toute l'année? Le problème, c'est que si tu n'as rien à montrer, ton atelier il n'est pas très pertinent. Et bon, les enfants sont en vacances. Non, c'est possible, mais ce volet sensibilisation, là, il est à structurer vraiment. On a eu la chance de pouvoir être soutenu par les institutions publiques pendant un certain temps. Mais c'est quelque chose qui doit être porté. Et là, c'est là où le statut associatif et même la construction du projet est importante. Moi, je peux pas en fait porter tout et faire ça à côté. C'est un métier. Donc pour l'instant, c'est un peu là. Il y a cette volonté d'avancer sur l'innovation mycologique et ces questions de production, d'autoproduction, de nouvelles espèces. Et le volet sensibilisation, il va peut-être être moins en mode atelier, mais un peu comme cet événement qui malheureusement a été reporté là, mais il est en place. On a fait le travail. De sensibilisation au grand public. Pour revenir sur le projet Volver Volvaceae, j'aurais aimé que Clément puisse en parler, parce que l'idée, ça a été vraiment de se dire, voilà, on accueille des jeunes en service civique, d'où notre statut associatif, et qui puissent s'éclater avec les outils Mycotopia et apporter des réflexions sans obligation forcément de résultats, parce que c'est aussi ça l'idée d'un service civique. Et la démarche sur la paille de riz, ça a été comme les sarments de vigne, un peu un de nos trucs au démarrage. Donc ça fait sens de pouvoir travailler sur un truc comme ça. Et on verra ce qui se passe. Et en fait de le faire aussi à l'extérieur de la champignon. Pas encore tout à fait validé, on va voir si on fait ça, mais si on peut faire ça, ça permet aussi de sortir de là où on est et qu'il y ait d'autres gens qui voient ce qu'on est en train de faire. Et pareil, dans le même sens de transmission et de communication sur ce qu'est le champignon, ce qu'on peut en faire et des espèces un peu nouvelles. Parce que bon, si on sort des kilos de Volver Volvaceae, est-ce qu'on va les vendre? Ça, c'est notre question. Au moins, il y a des gens qui pourront en manger. Et, même le Lion's Mane, faut faire une éducation envers les clients, quoi. Que ce soit les particuliers, les restaurants, les épiceries, enfin, ils connaissent pas forcément. Et, pour rebondir là-dessus, moi, quand je suis arrivé, c'est vrai que j'avais
je m'occupais du côté vente. Et au début, sur les marchés notamment, c'est notre seul contact direct avec nos clients. Il y a eu au début un gros travail d'éducation à faire, tout ça. Et maintenant, c'est rentré un peu parce que les pleurotes taquaient. Il y a eu pas mal de pubs, que ce soit dans les médias, tout ça. Donc les gens, maintenant, s'y reconnaissent. Mais quand on a sorti les pleurotes dorées, aussi au début, c'était waouh! Et après quelques mois, les gens, pareil, ont appris. Donc je pense que le Lion's Mane, au début, ça va être pareil. Du travail. Tu veux dire Inderisson. Inderisson. Oui, moi je l'appelle, ouais. Moi je me l'appelle même hérisson sur le marché, comme ça c'est plus simple. Ouais, mais je pense qu'on va faire pareil que toi. On va mais c'est très drôle parce que ce champignon, personne ne le connaît. Et vraiment, maintenant, j'ai des gens de tout âge qui veulent acheter que ça parce qu'ils trouvent ça bon. Ouais. Et surtout, c'est un champignon qui plaît souvent aux gens qui n'aiment pas trop les champignons. C'est assez drôle. Ouais. C'est vrai qu'il a une texture et une tête un petit peu différente des autres, mais ouais, il faudra un peu expliquer tout ça. Mais je trouve que maintenant, il n'y a quand même pas cet effet de mode, mais on en parle un peu plus des champignons de culture. Donc c'est assez facile, si le champignon est bon, les gens vont revenir. Ouais. Moi, je pense. Ouais. Et puis, non, mais vraiment, Enfin, ça peut un peu rebondir aussi sur les canaux de distribution. Enfin, toi, tu m'as dit, tu fais essentiellement des marchés. Nous, c'est quand même un axe qu'on veut garder, cette proximité, ce circuit court. Et c'est là où, justement, on peut facilement communiquer avec les gens. Et on a aussi nos réseaux d'AMAP qui est quelque chose de très important pour nous. Parce que c'est quand même... c'est stable. C'est stable. Pour moi, je comprends pas que ce soit plus développé. Ça a même un peu baissé dernièrement, ces dernières années, le Covid avec tout ça. Ouais, mais c'est vraiment un réseau, les gens sont engagés, comprennent. C'est un peu politique. Il y a un acte politique des gens de passer par ce système de consommation. Et à Marseille, je trouve que c'est très bien. Il y a une asso qui gère toutes les AMAP de Marseille, c'est assez bien structuré. Donc c'est vrai que nous, on a la chance d'avoir ça, donc c'est cool. Oui. Il y en a vraiment un peu partout. À côté de chez moi, il y en a une. Moi, je suis au milieu de nulle part. Vraiment, la ville d'à côté, c'est 5000 personnes. Donc il y a une AMAP de 150 personnes. Ouais, c'est énorme pour la taille de la ville. C'est beaucoup. Ouais. C'est où que... Je suis dans le Morvan, c'est entre Dijon et Auxerre. Et les villes proches, c'est Saulieu et Semur en Auxois. Ok. C'est pas très connu parce que... Il y a du bon vin. Oui, il y a du bon vin. Il y a de la sylviculture à volonté parce que c'est montagneux un peu. Enfin, petite montagne, genre 600-700 mètres. On peut peut-être parler de l'avenir. Oui, de l'avenir. Si vous avez d'autres choses à rajouter là-dessus, c'est... Non, voilà, nous en fait, aussi, on revient au système asso et tout ça, ce grand local, on a eu la chance de l'avoir dans le cadre d'un contrat d'occupation précaire. Donc c'est chouette parce qu'on paye peu cher, mais on n'a pas trop de visibilité sur la suite. Et du coup, là, l'idée de ces années qui nous restent dans ce contrat, c'est de montrer un peu l'impact qu'on peut avoir sur le territoire, aussi bien en termes, en fait on est, et là on peut dire entreprise qui produit une quantité quand même assez importante de champignons, on est ancré en circuit court et tout ça, mais aussi vraiment sur le volet valorisation de biomasse, donc c'est pour ça qu'on a vraiment cette volonté d'accélérer un peu sur la production de substrats en autonomie. Du coup l'idée ça va être qu'est-ce qu'est le futur lieu de Mycotopia, comment on imagine ça, et ça c'est un travail qu'on est en train de faire, avoir des espaces qui nous permettent de faire un peu plus, mais aussi des espaces qui nous permettent de faire d'autres choses et d'être un peu plus libre, notamment sur la partie expérimentale, ou la partie valorisation de biomasse, et de pouvoir stocker notre matière de manière un peu plus facile. Voilà. Là, on éprouve un peu les contraintes de ce lieu-là, on voit qu'il y a des avantages, des inconvénients, et puis surtout cette température, c'est-à-dire que les gens ont tendance à moins consommer de champignons l'été. On parle de quelle température en fait On parle de quelle température l'été ? En été, en hiver. Une température qui est difficilement supportable. Non, il fait très chaud à Marseille et dans ce local il fait encore plus chaud. Ah oui. On a des températures autour de 35 dans le local. Donc en fait on ne peut pas produire, c'est pas possible. C'est pas trop possible. Mais c'est souvent le cas des gens dans le sud, ça dépend bien sûr des locaux,
Mais moi, c'est l'inverse. En hiver, c'est trop froid. Du coup, moi, je m'arrête en hiver, en fait, parce que ça descend beaucoup trop bas. J'approche des 5 degrés dans la cave, en fait. Ouais, après, nous, on est... Il y a peu de mois, mais il y a quelques semaines où on est à 8, tu vois, et donc c'est compliqué aussi. Voire plus bas s'il y a du Mistral. Mais, enfin voilà, du coup, la question, ça va être, est-ce qu'on peut trouver un local avec une stabilité de température et du coup, d'avoir un modèle économique qui fonctionne sur un peu plus de mois, peut-être. Et du coup, ça permet d'avoir une assurance et moins de soucis de trésorerie et ces questions-là. Voilà. Puis aussi de revenir sur ces aléas climatiques, c'est qu'en fait on produit à peu près la même chose, mais suivant le climat, s'il y a du Mistral, s'il y a une forte... notre production elle est un peu en dents de scie. Il y a des semaines où on va produire 150 kg qui est rien, et il y a des semaines où on va produire pour la même chose 400 kg. Donc après aussi pour vendre, c'est assez complexe parce que du coup s'il y a des restos qui les ont à la carte et qui en ont besoin et que hop on a un trou de prod. Ensuite, on a plein de champignons. Qu'est-ce qu'on va en faire de tous ces champignons? Parce qu'on a, voilà. Donc, c'est vrai que c'est assez délicat de gérer cette fluctuation de production liée juste aux aléas climatiques, quoi. Et puis surtout, là, en ce moment, avec Marseille, il peut faire 30 degrés et 2 jours après, là, il fait 10 degrés. Donc, c'est... Voilà. Donc, il faudrait qu'on trouve un lieu qui nous permette d'avoir une production assez stable. Ça permet, pour la vente, pour la pérennité de l'association, d'avoir quelque chose d'un peu plus stable aussi au niveau des ventes et des rentrées d'argent, quoi. Voilà. Aussi de l'impact humain. Enfin, je veux dire, ça peut-être, je sais pas, peut-être qu'on peut en parler. On travaille, tu vois, on est en lien direct sur les marchés, tout ça, avec un monde agricole qui est quand même assez en souffrance, avec des conditions de travail compliquées. Nous, on a une volonté de porter un projet où on essaie de ne pas se retrouver dans ces conditions-là. Avoir une production fluctuante, ça peut nous obliger à avoir des pics de travail qui sont lourds et conséquents et fatigants. Et en fait, voilà, l'idée, c'est de trouver un modèle où on sait combien on a besoin de personnes, on sait combien on a besoin de temps de travail. On essaie de rentrer tous dans un 35 heures cadré d'un emploi classique. C'est pas ça pour dire qu'on est des tirs au flanc, hein. C'est pas du tout l'idée. C'est vraiment de pouvoir construire un modèle aussi pas que sur on va dire la qualité technique et de ce qu'on fait, mais aussi humaine et de comment on arrive à faire construire un projet où les gens se sentent bien, puissent avoir un salaire à peu près décent et des conditions de travail décentes également. Bien sûr, c'est important, hein. Voilà. Moi, c'est pareil à mon échelle. Au début, je travaillais 7 jours sur 7, tout le temps. Puis maintenant, j'essaye de peut-être rentrer dans un 35 heures ou un 5-6 jours par semaine pour que ce soit viable sur le long terme, quoi. Parce que 7 jours sur 7, tu te crames, à vie, ça fonctionne pas, quoi. C'est pas possible. Voilà, je pense qu'on a fait le tour. Bon, allons visiter cette champignon. On a la chance d'avoir un bâtiment qui est traversant, et donc là on est sur la partie opposée du local. Ouais. Avec une grande porte qui nous permet donc d'être livré sur la partie ballot qu'on a. On a la chambre froide qui est direct en face comme ça, comme on ne met pas tout en culture tout de suite. On peut en mettre une partie directe en chambre froide, et quand on part en livraison avec nos champignons calibrés, c'est aussi directement sorti de la chambre froide et bam dans la voiture. Voilà. Donc ici c'est un peu le début, si on parle du volet autoproduction de substrat de la chaîne. Là on a un broyeur affineur qui au début avait été installé dans le local, mais tellement puissant, il aurait fallu qu'on fasse un système d'extraction et tout ça auquel on n'avait pas pensé. Donc maintenant il est sur une remorque et on le fait à l'extérieur. À l'extérieur Alors ailleurs, là où on stocke nos broyats, notamment sur les sarments de vigne, le substrat qu'on essaye de tester là. Et c'est aussi la zone où on stocke les ballots, on va dire, qui sont terminés et on essaie de stocker des quantités assez importantes pour que les maraîchers qui viennent nous les récupérer puissent en avoir
suffisamment. Bon, voilà, il y a encore des champignons qui poussent de temps en temps. Ah bah ça toujours. Hein. Voilà, donc c'est pas perdu. c'est aussi ça les contraintes de ce local, c'est que si on pouvait avoir un peu plus d'espace, bah, on laisserait, je pense qu'il y a des champignonnières qui fonctionnent comme ça, on laisserait des ballots en 4e, 5e flush au fond. Et bon, nous on peut pas le faire. Bah, les maraîchers sont contents, ils ont des champignons et voilà. Et après, bah, on a notre espace de mise en sac, on va dire. Donc, pour l'instant, on fait un mélange à la bétonnière, ça suffit par rapport à ce qu'on a comme quantité. Ok. C'est vrai pour les 300 kg que vous m'avez parlé. Ben, en fait, notre cuve, le générateur de vapeur, nous permet de faire 200 kg par batch. Ok. Donc on fait 2 fois par semaine 400 kg en tout. Enfin, en gros, ça c'est l'objectif, avoir si on a une structure qui nous permet de faire plus. Bon, il y a toujours le temps de refroidissement à questionner et tout ça. Pour l'instant, c'est sur ça qu'on est parti. Là, derrière toi, il y a donc des caisses parce que, en fait, on conserve notre sciure dans ces caisses. Voilà. Pourquoi ? Parce qu'on est en milieu urbain, qui dit milieu urbain dit rat ou souris. Et même si on s'en sort là, très très bien, par sécurité, on préfère stocker comme ça plutôt qu'en big bag. Ça permet aussi de garder notre humidité. C'est pas qu'en milieu urbain, voilà. J'en ai plein. Ouais, j'en ai plein. Voilà. Okay. Mais, et encore, on n'a pas des gros rats comme on peut avoir dans le centre-ville, c'est plutôt des petites souris. Ça, c'est donc une cuve, donc, comme je le disais, qui nous permet de faire environ 200 kg de substrat. Ouais. Donc, c'est pas un autoclave. Tu peux filmer dedans ? Oui, vas-y, je pense. Je sais pas comment c'est vu qu'ils viennent de sortir les sacs. Mais... voilà. Et donc, avec un générateur de vapeur qui nous permet de monter autour de un peu plus de 100 degrés. Ok. Voilà, ouais, ça c'est Aura. C'est Aura, voilà. Ils ont plutôt l'habitude de faire ça, je pense, pour du champignon de Paris. Okay. Ça a l'air de font plutôt... ça pour un peu tout, hein. J'ai vu sur leur site. Oui, je pense Hammam aussi, des trucs. Ouais, mais quand on parle de culture de champignons, ils ont peu l'habitude de la culture en sac autoclavable et tout ça. Ils sont plus sur du gros... Du Paris, ouais. Voilà. En container limite. Ouais, c'est ça. Donc voilà pour la partie, on va dire, création de substrat, stérilisation. Et ensuite ici, on ne va pas pouvoir le montrer parce qu'ils sont en plein boulot. On a un petit labo, donc les sacs sortent de la cuve, vont dans le labo. Et où on s'est construit une hotte. Et voilà, inoculation à l'intérieur. Et une des contraintes de notre local, c'est parce que c'était un ancien quai logistique et tout ça, on a donc une différence de niveau et donc on fonctionne en rack et on a ce gerbeur qui nous permet de passer au-dessus. Et donc... c'est bien pratique ça. Je savais pas que ça existait en petit comme ça, sans le... Ouais, manuel... Ça marche ou pas ? Non, ça marche très bien, mais il faut quand même être costaud parce que quand tu... Enfin, costaud. Je veux dire, ça fatigue un poil. Quand tu charges un rack où il y a 200 kg de matière, voilà, il faut... Mais ça marche très bien. Si on avait eu plus de sous, on aurait acheté un électrique. Mais voilà. Aussi du projet d'être dans la valorisation, mais globale, on a eu la chance de pouvoir récupérer des panneaux de chambre froide. Et donc de construire ces chambres d'incubation avec. En partie, on a dû en acheter un petit peu, mais en grande majorité, c'est des panneaux de récup. Donc voilà, 3 chambres d'incubation. Pour l'instant, il y en a une en cours. Ok, il y en a 2 autres. Il y en a 2 autres potentiellement en fonction des espèces qu'on pourrait faire avec des temps d'incubation un peu plus longs. Voilà. Et ces serres qui donc ont été serres démarrage du projet, montée. Donc c'est des structures bois avec des bâches PVC dessus. C'est ça. C'est ça. Structures bois qui ont été faites par un ami charpentier et du coup on a fait le montage de tout ça. C'était important pour nous qu'elle puisse être modulable et démontable, notamment lié au fait que ce lieu, on ne l'a pas ad vitam aeternam. Et aussi parce que, en fait, au tout début du projet,
on n'avait que cette partie haute qui était exploitable, pas la partie basse. C'est aussi ce qui nous a empêché de commencer à faire notre propre substrat. Et il fallait qu'ils refassent la toiture, et donc il fallait qu'on puisse commencer à produire là-dedans, les démonter pendant qu'ils refaisaient la toiture, puis les remonter. Donc ça a été un gros sport dans l'année 2022. Et voilà. Et donc 4 serres, plus une serre tout au fond qui va servir pour l'instant à ce qu'on fait en autoproduction. Et peut-être plus tard, en fait, progressivement investir ces serres-là quand on quittera une partie du ballot pour pouvoir produire nous-mêmes. Ok. Voilà. Bah, allons faire un tour Ouais. dans les serres, dans la salle d'incube peut-être. Ouais, alors je peux t'allumer. Donc, chambre d'incubation qu'on a bien chargé là. Où il y a plein de tests différents sur notre substrat, sur de l'amendement, sans amendement, des temps de stérilisation un peu différents. Voilà. Ok. Et donc, Donc là on est sur le substrat de... Là on est sur le substrat de sciure, et celui qui est noir c'est ce substrat de sarment là, qui est pour l'instant un peu problématique. C'est en expérimentation. Voilà. C'est du 100% sarment? Sarment et son. Et son. Ouais, Ouais. sûrement 20%. Son de blé. Son de blé ou moins? Un peu moins. Un peu moins. Ouais, on n'a pas poussé à plus de 12. Ouais. Étant donné qu'on n'est pas sur une stérilisation, enfin une stérilisation complète. Ouais. Voilà. Ok. Après, voilà, on est vraiment au démarrage, donc là on s'attarde plus sur l'incubation et la colonisation, puis on verra ce que ça donne en fructis. Bien sûr, il faut toujours commencer par là. Et pas trop de soucis de contamination? Si, il y en a eu, il y en a eu pas mal au démarrage. Bon, c'était sûrement lié un peu à notre mycélium et à certaines pratiques qu'on pouvait avoir même dans le laboratoire. Ouais. Là, je pense, j'ai pas envie de dire de conneries, mais je crois que sur le batch qu'on a mis en fructis, Robin il est à 10%. Bon, ça va. C'est correct. C'est correct. On était plus à 20 avant, et du coup, il y a quelques trucs à améliorer, mais... Ouais. Donc ces sortes de culture en ballot. Ouais. Donc, comme je disais, on est lundi et on évite de travailler le week-end, donc il y a un peu des champignons un poil avancés, même si ça reste encore ok. Ouais. Bah ça va, hein, c'est ok. Je vais peut-être limiter. Ouais, voilà. Ouais, On pas est sur grand-chose. l'idée, nous, quand même, c'est de pouvoir les récolter un peu jeunes pour proposer conserver. Comme on expliquait, on est quand même en circuit hyper court et qu'on vend quasiment la production qu'on récolte, on la vend le lendemain matin, quoi. Ouais. Donc ça va, pas trop de problème de conservation. Ouais. Alors voilà, un magnifique C'est mélange. quelle espèce? Ça, c'est du pleurote gris, enfin Auster Mushrooms, et lui il l'appelle Etna, là, le lantin du chêne. Etna, ok. Ouais. Et ça, c'est de la jaune. Bah, ça non, ça c'est un problème de le fait d'être travaillé avec des fournisseurs. Bah, on a un mélange Etna jaune sur le même ballot. Bah ouais, les fournisseurs ça a des avantages mais aussi des inconvénients. Exactement. C'est ça qu'on va dire. Alors le shiitake, bon, il est un peu embrumé. Mais si ça peut être pertinent de parler de ça. Ouais. Nous on fait qu'une flush de shiitake, parce qu'on n'a pas trop les moyens de pouvoir les retremper et tout ça. C'est pareil, l'espace qui nous manque. Et on atteint des rendements qui sont quand même ok. Voilà, donc on a une chambre de shiitake sur les 4. Ok. Qu'une seule flèche, vous les laissez pas plus? Bah, et on n'a pas, sans choc hydrique, en plus, on aurait... Enfin, on gagne rien, quoi, à laisser. On perd de l'espace. Voilà. Ils sont très jolis, hein. Pareil, un peu avancé avec le week-end, mais ça va. Ouais. Je te filme un Fais ça bien, hein. Je sais pas si
la bonne technique, on utilise cette technique. La star du jour. Bah oui, ça fonctionne. Soit t'arraches, soit tu coupes. Hein. Il n'y a pas 10 000 solutions. Un couteau, on essaie avec un gros couteau pour les racler comme ça, mais des fois ça en casse plus. Et ils sont assez petits en plus, j'imagine ça dépend des variétés et tout, mais Ouais, c'est vrai. Ouais. du coup... Il y a des gros amas comme ça. Merci. Voilà, peut-être que tu vas aller voir la chambre qui sera dédiée à Allons-y, la ouais. production. Ouais, ça peut être intéressant. Donc voilà, on a ces 4 serres qui ont été construits en structure ossature bois et on avait une pièce en plus qu'on a décidé de transformer en une autre chambre de fructification. Ouais. Alors ce qui nous oblige là pour le coup à avoir de la lumière pas naturelle. L'avantage de notre hangar, même s'il a des défauts, c'est qu'on a une lumière naturelle Ouais. à peu près tout le temps, enfin voilà. Et donc là, dans cette chambre, on a été obligé de mettre une lumière artificielle. Et, Bah ouais, bah après, c'est pas ce qui coûte le plus cher et ce qui pollue le plus la lumière. On Non. va dire. Non. Vraiment, si on- ça dépense peu d'énergie. C'est sûr, c'est sûr. Vraiment, c'est plus la pasteurisation et puis si on chauffe, puis on c'est ça refroidit les pièces. C'est ça qui... Oui, alors ça pour le coup, on a beaucoup parlé de saisonnalité. Ouais. Nous, il est hors de question qu'on soit sur un chauffage, enfin l'incubation bien sûr, mais comme on est dans des chambres en panneau frigo, en fait on a un mini chauffage qui tient le truc. Oui, et même puis l'hiver, il les n'y a pas de... les sacs qui chauffent tout seuls. Et les sacs chauffent en plus, donc il n'y a pas trop de soucis. Mais par contre, non, sur la fructification, on s'adapte aux températures qu'on a. C'est pas pensable d'être sur un... Même si je sais qu'il y en a qui le font, mais nous, dans notre logique, c'est pas ce qu'on souhaite. Et pourquoi vous mettez ces sacs ici, de test ici et pas dans les autres pièces? Pourquoi pas dans les autres pièces? Là, c'est logistique, hein. C'est que les autres pièces, elles sont occupées, elles sont... Ok. Et au moins, là, on n'est que sur nos paramètres de ces champignons-là. Et voilà, c'est tout. Ok. On aurait très bien pu le mettre dans les autres. Et faire l'inverse, dédier cette chambre à... Mais voilà. C'est une bonne question. Des sacs de... c'était parce que les autres, ça roule les autres en fait. Ça, c'est du Lion's Mane, Ouais. ça se voit. Lion Nail, Ouais. 504. On a fait sur là 10 jours d'incubation. C'est des souches On les de a mis où? vendredi. Celle-là, c'est Mycelia ou c'est Mycelia, Mycosphère? ouais. Ouais, c'est Mycelia. C'est là. On fait des tests avec sans son. Et voilà, et donc la Et ça, culture c'est sur les sarments, les toujours. sarments où il y a des problèmes de colonisation totale. Ouais. Mais il y a quand même des petits primordiaux qui commencent à sortir. Ce qui prouve peut-être qu'en s'améliorant sur l'oxygénation du substrat, Bah ouais, parce qu'en vrai, c'est pas si fin. Hein. Ça va. c'est Enfin, ouais, moi, ma c'est- sciure, elle est plus fine que ça. Hein. ouais, c'est du 3 mm. Avant, on était sur du 1, c'était vraiment très très fin. C'est du 3. Ouais. Ou alors, peut-être tout simplement, c'est que c'est pas très adapté. Enfin, tu vois, il va peut-être falloir. Oui, c'est peut-être la nutrition qu'il y a dedans aussi, Voilà. ou peut-être qu'il y a des trucs antifongiques, on sait pas. Mais c'est naturel. Mais naturel, parce que bien ah sûr. oui, je l'ai pas dit, mais on est Naturel. quand même sur des gars qui bossent extrêmement bien et qui ajoutent absolument rien à leur Ah, top, substrat. ça. Et c'était aussi nous dans notre volonté de pouvoir garder un label bio avec les substrats qu'on utilise. Ok. Voilà, Merci beaucoup de rien. pour cette visite. Et, Merci à toi. C'était très Ça me fait sympa. plaisir d'avoir d'autres gens qui viennent nous voir. Ouais, bah c'est bien de se rencontrer Ouais. entre myciculteurs. C'est la fin de cette vidéo. Merci d'avoir regardé jusqu'ici. Et surtout, un grand merci à Mycotopia de m'avoir accueilli chez eux. C'était un plaisir de les rencontrer vraiment et de découvrir une champignonnière dans le centre d'une ville comme Marseille. C'est pas si commun que ça. Leur projet, je l'ai trouvé hyper passionnant. Enfin, vraiment, j'ai hâte de voir comment ça évolue. Allez les suivre sur les réseaux sociaux. Je vous mettrai tout ça dans la description. Et puis, n'hésitez pas à aller les voir aussi directement sur les marchés à Marseille. Je vous mettrai la liste des marchés dans la description où ils sont présents. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour soit une autre vidéo,
chez moi sur la culture de champignons, soit une prochaine interview Révolution mycologique. J'ai prévu d'en faire à peu près une par mois, à chaque fois pour aller rencontrer d'autres cultivateurs. Bah, si ça vous plaît, abonnez-vous à la chaîne, likez la vidéo, et puis vous pouvez aussi aller suivre, je vous le rappelle, le podcast Révolution mycologique, donc ces interviews-là en format audio sur toutes les plateformes de podcast, comme Apple Podcast, Spotify, tout ça. À bientôt!